Petit disclaimer avant le début de cet épisode, je tiens à m'excuser pour les variations et les nuances de son à certains moments. J'ai essayé de les atténuer au maximum au montage, mais tout n'est pas parti et je pourrais pas faire mieux malheureusement. J'ai recommencé cet épisode une bonne dizaine de fois et je l'ai tourné celui-ci sur 48 heures. La faute au tracteur qui n'arrêtait pas de passer dans ma rue. J'ai beau habiter en campagne, malheureusement il y a énormément de bruit et en plus de ça j'étais malade au moment où j'ai tourné l'épisode, ce qui explique que j'ai dû couper parfois parce que je parlais du nez, donc toutes mes excuses, j'espère vraiment que ça ne va pas vous gâcher l'épisode. Merci à tous pour votre écoute. Hello à tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Pour ce deuxième épisode, je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'origine du mouvement slow living, mais aussi et surtout des avantages qu'un tel mode de vie peut apporter au quotidien. Le slow living, et tout simplement le mouvement slow, est né dans les années 80 et plus précisément en 86 en Italie avec la création d'une association qui s'appelle Slow Food, littéralement alimentation lente. Cette association elle a été créée par Carlo Petrini qui avait pris le leadership d'un mouvement militant. Ce mouvement militant s'était créé en opposition à l'implantation d'un McDonald's dans le Vieux-Rome. Cette association et plus particulièrement en fait tous les militants et tous les membres dont Carlo Petrini pensaient que de démocratiser l'implantation de fast-food et de rendre accessible à tous ce type de nourriture allait faire perdre la valeur du bien manger et du bien consommer en Italie. On peut se dire avec le recul que leur peur était plus que justifiée, à tel point qu'à la base cette association qui était italienne et qui œuvrait principalement sur un quartier de Rome est devenue une association internationale qui œuvre dans plus de 150 pays à travers le monde, qui a des actions diverses et variées pour le maintien du bien manger et du bien consommer. Je vous laisserai en barre de description les sites internet du Slow Food France et de Slow Food International. Ils parlent un peu plus de leurs actions au quotidien. Ils mettent aussi à disposition pas mal de ressources comme des chartes ou des petites documentations PDF sur l'alimentation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou sur lequel vous avez envie d'en apprendre plus, ça peut être vraiment cool et c'est assez ludique en plus de ça. Le mot d'ordre global de cette association, c'était le retour à l'essentiel et c'est à partir de là que ça s'est étendu à peu près tous les aspects de la vie, que ce soit le slow cosmétique, la slow fashion, la slow money, les slow hobbies, etc. etc. En gros, ça a réellement été étendu à chaque branche de la vie, ce qui a créé effectivement un mode de vie à la fin, qui avait donc cette mantra pour base, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, que ce soit dans ses dépenses, dans ses investissements, dans sa façon de consommer notamment, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de s'occuper, etc., etc. Bref, on pourrait faire ça sur à peu près tout, mais globalement, c'est comme ça qu'est né le slow living. Je trouve, à mon sens, qu'on en parle encore pas assez. On parle de tendance slow cosmétique et slow fashion, mais il y a énormément de marketing derrière et c'est pas tout le temps très propre. Ça, j'en ferai un épisode, mais je trouve que maintenant en France, on n'est clairement pas alerté et je trouve que c'est pas quelque chose qui est énormément développé. Même rien que le minimalisme, c'est déjà pas quelque chose dont on parle énormément. Il y a quelques documentaires qui ont été adaptés en français, il y a quelques livres, mais c'est quand même très rare de croiser quelqu'un qui va vous parler minimalisme totalement ouvertement. Le zéro déchet commence à se démocratiser, mais c'est un petit peu pareil, c'est sous fond de business, etc. Et c'est zéro déchet, mais il faut quand même que tu achètes tout plein de trucs pour être zéro déchet. Donc c'est un peu moyen. Les pays anglo-saxons, le Canada et les États-Unis ont quand même une longueur d'avance sur nous là-dessus, puisqu'on en parle quand même bien plus, il y a bien plus de blogs qui ont émergé à propos de ces modes de vie, ils sont bien plus appliqués, et d'ailleurs ils ont un peu plus de recul que nous, puisqu'ils l'ont adopté depuis un peu plus d'années que nous du coup. C'était aussi l'un des buts de ce podcast, puisque les valeurs qui sont véhiculées par le slow living, je pense que tout à chacun a envie de les partager naturellement puisque ce sont des belles valeurs, mais aussi l'un des autres buts c'était de rendre accessible ce mode de vie, les réflexions qui vont autour de celui-ci à tout le monde, puisque effectivement
beaucoup des contenus sont en anglais, on a vraiment besoin de fouiller pour avoir des articles qui soient bien faits sur le slow living et sur tout ce qui y a trait. C'est souvent un peu utopiste, c'est un peu en mode magazine féminin, donc en tout cas je suis pas fan de ce qui peut exister. Il y a 2-3 blogs en France qui existent sur le slow living, mais c'est souvent sous fond de zéro déchet, donc c'est pareil, c'est jamais consacré uniquement à l'univers slow. Donc voilà, c'était aussi le but de ce podcast et de ce projet. En plus de ça, en tant que futur médecin nutritionniste, forcément le fait que son origine soit tirée de valeurs qui parlent d'alimentation raisonnée et raisonnable, ça fait forcément écho et ça a forcément eu un grand impact sur moi et aussi sur ma vie professionnelle, mais ça j'y reviendrai. Ça nous amène donc aux avantages de ce mode de vie. C'est des avantages que nous, avec Elodie, on a pu observer au quotidien, plus ou moins rapidement selon ceux que je vais citer. Mais à mon sens, ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables dans notre vie de tous les jours. C'est des avantages qui ont eu un réel impact avec le temps et avec le recul maintenant qu'on a dessus. Ils ont réellement, j'aime pas les titres accrocheurs comme ça, mais ils ont transformé réellement certains aspects de notre vie. C'est aussi ce qui nous permet au quotidien de gérer aussi bien notre équilibre. Donc oui, j'ai envie de les partager et j'ai envie qu'ils vous donnent envie et que du coup vous ayez envie de tester le slow living et de vous y intéresser. Le premier avantage, du coup je vais vous en citer 5. Le premier, c'est l'une des raisons de la création de ce podcast et de mon intérêt, de notre intérêt pour le slow living, c'est le fait d'être en meilleure santé. Le slow living va modifier votre rapport à la santé et votre santé parce que il prône, mine de rien, comme dit, les valeurs prônées par la slow food, donc le fait de cuisiner, de manger des aliments bruts, de manger en quantité raisonnable, de consommer de façon raisonnable et raisonnée. Le fait, par exemple, aussi d'aller marcher, de pratiquer une activité physique, de pratiquer peut-être de la méditation, de la cohérence cardiaque, tout ça va faire que vous allez avoir un niveau de stress qui va être réduit. Également, vous avez tendance, avec le slow living, en tout cas c'est ce qu'on a remarqué, à manger en moins grande quantité, mais de meilleure qualité, surtout certains aliments comme la viande, les œufs, etc. etc. Bref, je reviendrai dessus. De manger local, de saison, c'est des choses qui ont pris énormément de temps chez nous à se mettre en place, mais qui au quotidien, le fait d'aller marcher alors que par exemple vous ne marchez pas du tout, le fait de manger des produits de meilleure qualité et de les cuisiner alors que c'était pas du tout votre truc avant, forcément va y avoir un impact sur votre santé, un impact plus que bénéfique, puisqu'en fait ça peut vous minorer pas mal de pathologies. C'est pas ça qui va faire que vous allez guérir si vous avez effectivement une pathologie avérée, je vous dis pas du tout ça, continuez à aller voir votre médecin. Par contre, ça peut être des facteurs aggravants d'avoir une mauvaise hygiène de vie, de ne pas faire d'activité physique, du coup d'être sédentaire, de mal manger ou en trop grosse quantité ou en pas assez grande quantité. À côté de ça, effectivement, d'être trop stressé, de ne pas réussir à gérer son stress et à le laisser à sa place de stress qui peut servir, j'ai envie de dire, même si c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on fera un épisode dessus. Voilà, tout ça fait que vous allez être en meilleure santé. Pour le deuxième et non des moindres, vous allez faire beaucoup d'économies. Parce que oui, une fois que vous conscientisez vos dépenses, une fois que vous décidez de partir vers quelque chose de plus simple et du coup de revenir à l'essentiel, vous allez vous rendre compte de la part de budget que prend toutes ces activités auxiliaires et un peu parasites, j'ai envie de dire, parce que forcément si vous êtes toute la journée avec votre smartphone à la main sur les réseaux sociaux qui sont de toute manière bourrés de pubs, si vous êtes toute la journée, je sais pas moi, en face de la télé qui vous martèle de pubs, forcément vous allez avoir des achats d'impulsion, c'est quand même très rare que ça n'arrive pas, et bien souvent c'est des dépenses qui n'auront pas été prévues, qui auront été inutiles, et combien de personnes s'en sortent pas à la fin du mois parce que justement elles n'arrivent pas à se dépatouiller de toutes ces dépenses un peu parasites, inutiles et tout ce gaspillage. Le gros point aussi, c'est l'organisation qui va vous faire gagner effectivement beaucoup d'argent, parce que préparer vos courses, préparer un budget, tout ça, ça va faire en sorte de conscientiser vos dépenses. Donc forcément, à la fin du mois, vous aurez des sous en plus, donc vous serez en meilleure santé et plus riche.
J'ai pas dit que vous alliez avoir un corps de ouf et que vous serez millionnaire, mais c'est déjà pas mal. On commence là où on peut, step by step. Le troisième avantage, c'est que vous allez avoir plus de temps libre à consacrer à quelque chose qui vous fait vraiment du bien, vraiment plaisir. Ça peut être à consacrer à vous-même, tout simplement. Ça peut être à consacrer à une activité que vous avez un peu mis de côté depuis des années ou que vous avez toujours rêvé de faire, ou à contrario, vous avez envie de passer plus de temps en famille. Bref, vous aurez plus de temps. Et pour les plus réfractaires d'entre vous, je vous conseille d'aller sur votre smartphone. Et oui, c'est la seule fois où je vais vous le conseiller. Allez regarder dans vos réglages, doit y avoir quel que soit votre téléphone, à part si vraiment c'est un Nokia 3310, et encore je pense que du coup vous passez pas trop de temps dessus. Vous devez du coup avoir une ligne dans les réglages qui s'appelle Screen Time, gestionnaire de temps, contrôleur de temps. Via cette application sur votre téléphone, vous allez pouvoir avoir un rapport d'activité sur le temps que vous passez sur votre smartphone. C'est souvent donné à la semaine et à la journée et vous avez un rapport par application. Sur l'iPhone, je sais que c'est comme ça. Après, ça doit dépendre effectivement des différents téléphones. Regardez ne serait-ce que le chiffre qui s'affiche. J'espère que ça n'est pas un nombre pour vous. Parce que par exemple, moi, à ce moment-là, quand j'ai fait le test, je travaillais, etc. Et pourtant, j'avais 7 heures de temps d'écran sur mon téléphone chaque jour. On est bien d'accord que entre les fois où vous checkez, vous répondez à un message, etc., tout ça, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose de plus au moment T où vous répondez à un message. Par contre, je parle des fois où vous vous perdez sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, où vous perdez sur YouTube avec des vidéos. Ça peut être bien, mais il faut aussi le conscientiser. Si vous passez 7 heures sur votre téléphone par jour, dont 3 sur YouTube, et que vous en rendez même pas compte, là ça peut devenir problématique. Donc de vous en rendre compte et de le conscientiser, ça va vous faire gagner du temps, puisque ces 3 heures-là, elles seront de nouveau libres, et donc vous aurez gagné du temps, qui plus est sera de meilleure qualité, ce qui nous amène du coup au 5e et dernier avantage. Enfin, c'est pas réellement le dernier, mais c'est le dernier que je vous présente aujourd'hui, qui est d'avoir des relations aux autres de meilleure qualité. Le slow living, c'est avant tout prioriser et conscientiser ce que vous allez faire, dans quoi vous allez accorder, en fait, à quoi vous allez accorder votre énergie, dans quoi vous allez vous lancer comme projet, etc., etc. Donc forcément, les relations qui sont un petit peu, j'aime pas ça, mais forcées, parce que c'est le collègue relou qu'on peut pas éviter, ou parce que c'est la pote qui se plaint tout le temps et qui au final en fait elle nous apporte rien et on se sent plus mal qu'autre chose, finalement vous aurez pas cette priorité là à lui donner. Donc soit la relation va casser et ça va péter parce que vous allez dire stop, j'arrête là, moi j'ai plus de temps à t'accorder, soit la personne va se délaisser et elle va s'en aller. Mais de toute manière, le temps que vous accorderez aux relations et aux autres, vous l'aurez choisi, vous l'aurez conscientisé, vous serez présent à 100% parce qu'en plus de ça, vous serez en meilleure santé, vous vous inquiéterez sans doute moins pour vos finances, etc. Donc, votre couple, votre famille, vos enfants, vos amis, enfin en tout cas tous les proches que vous allez voir et avec qui vous allez passer du temps, en général, le temps sera de meilleure qualité et du coup ça a tendance à resserrer les liens et resserrer les relations, même si ça se dit pas trop, mais bref, vous voyez où je veux en venir. Je sais que ça a eu un réel effet bénéfique sur notre couple personnellement avec Elodie, puisque on a choisi de ne pas passer tout notre temps ensemble, mais quand on le passe, c'est du temps de qualité qu'on a choisi toutes les deux à ce moment-là. Je suis d'accord que par contre, le seul petit inconvénient entre guillemets, c'est que nous on est à 2 dans cette démarche-là, que ça fait des années qu'on l'est. Effectivement, si vous êtes seul dans cette démarche-là, ça peut être compliqué de faire entendre à quelqu'un de votre entourage que là tout de suite vous préférez vous prioriser vous parce que vous en avez plus besoin que de passer du temps avec la personne en face. Ça, je l'entends tout à fait, ça peut être l'un des inconvénients effectivement. Enfin voilà, je vous ai exposé du coup l'origine du slow living, mais aussi les avantages qu'on a pu retrouver dans notre vie de tous les jours. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'entendre quelque chose d'autre ou si vous avez des questions. Je vous retrouve dimanche prochain sur le blog et ici même pour vous parler du coup du concept d'intention et de comment commencer le slow living par des petits tips qui seront totalement abordables à tous. Prenez bien soin de vous-même, à très vite.